Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va, je pense, changer un peu de sujet. Je vais partager l'écran. Voilà, normalement. Non, ça devrait être bon. Donc, je vais, dans cette présentation, je vais évoquer la problématique des exigences sûreté, cybersécurité de manière un peu globale, au travers d'une question qui d'ailleurs présente un énorme pléonasme, qui est qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir, qui est un peu d'essayer d'amener une réflexion sur des problématiques un peu nouvelles en matière d'exigences, alors nouvelles, certaines, les aspects safety, de sécurité sont peut-être un peu anciennes, mais on a de plus en plus dans l'ensemble des domaines dans lesquels on va aller vers du logiciel, et en particulier du logiciel embarqué, des problématiques finalement de complexité, de définition d'exigences à traiter pour être sûr que nos systèmes et nos futurs systèmes intelligents, et en particulier tout ce qui va être système autonome, véhicules autonomes, trains autonomes, etc., ont été définis et conçus pour fonctionner de manière sécuritaire dans tous les sens du terme pour les utilisateurs, c'est-à-dire à la fois être sûr que l'utilisateur va être amené à bon port et que finalement il n'y a pas de risque cyber lié à des dysfonctionnements potentiels de ce système. Donc, clairement, la problématique, on a, je dirais, l'habitude, et vous avez tous autour de l'écran, du micro, je sais pas comment dire, l'habitude de traiter les propriétés qu'on attend des exigences. Les exigences, elles doivent être smart, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporellement définies. Ces propriétés, elles sont avant tout liées sur la capacité finalement d'être suffisamment clair et précis pour définir le contenu attendu d'un logiciel, mais au-delà même d'un logiciel, tout système, toute exigence relative à un système doit finalement présenter ces éléments-là. Là où ça peut commencer à se complexifier, c'est quand on va spécifier des éléments, d'où la question est-ce que toujours possible, sur non pas des propriétés fonctionnelles de performance, mais des propriétés de non-occurrence d'événements. Alors, faire une petite production rapide sur la problématique de la maîtrise des risques. Maîtriser les risques d'un système, d'un véhicule autonome, d'un avion, voilà, d'un train, mais même d'un système informatique plus classique, d'un système transactionnel, d'un système bancaire, etc. C'est de maîtriser à la fois les risques vis-à-vis de tout ce qui pourrait conduire en interne à ce système à avoir des dysfonctionnements. Donc, maîtriser les effets potentiels, les dysfonctionnements, des fautes, des défaillances, et c'est ce qu'on va généralement appeler la safety ou la sécurité fonctionnelle, pour lesquelles chaque domaine a un ensemble de normes qui vont définir finalement les exigences attendues tant en matière de problèmes qui pourraient être liés à des vieillissements, à des pertes calculateurs, à des défauts matériels aléatoires, que vis-à-vis des bugs internes que l'on pourrait laisser passer du process de développement ou du process de vérification, validation du système. En gros, est-ce que mon système il fonctionne toujours correctement et il présente pas de défauts qui pourraient être entraîner des éléments graves sur mon système. Donc là, je dirais, les développeurs de solutions, en fait, s'appuient sur l'identification d'exigences et vont essayer de faire un système le plus conforme possible à ces exigences. Et puis, on a de plus en plus des risques qui viennent vis-à-vis de causes finalement extérieures. Causes externes, voulant dire causes liées à un mauvais usage de l'équipement, soit mauvais usage intentionnel, et quand on va parler de mauvais usage intentionnel, on va s'adresser à la cybersécurité,
La volonté d'utiliser les failles d'un système pour le rendre défaillant, indisponible, dangereux, perturbé, ou exploiter des informations, des failles de sécurité pour traquer un utilisateur ou pour rendre invalide le système. Et puis, dans le mauvais usage, on peut avoir du mauvais usage non intentionnel, qui est de dire finalement on n'a pas forcément prévu que l'utilisateur il était pas forcément toujours disponible, toujours efficace, il faisait pas forcément toujours la bonne action, et peut-être que lors d'une action qu'il peut, guillemets, raisonnablement, sans volonté de nuire, être amené à faire, finalement se trouver dans une situation dangereuse parce que le système n'a pas prévu, n'a pas correctement été conçu pour réagir à une telle action. Un appui par mégarde sur une touche et qui va déclencher un arrêt d'urgence, qui va déclencher un événement, ou le non-respect de dispositions, la mauvaise saisie d'informations, notamment de ce type-là. Et puis, on va avoir des causes externes qui vont être liées au fait que mon système, quand je conçois un système, je prévois un environnement d'utilisation de ce système. Dès lors que cet environnement d'utilisation, soit je sors de l'environnement d'utilisation, soit il n'a pas forcément, et je suis dans un environnement dans lequel le système pour lequel le système n'a pas été pensé, je peux me retrouver avec des dysfonctionnements qui sont liés à l'incapacité du système à répondre correctement au mauvais usage face auquel il pourrait être confronté, ou à l'environnement dans lequel je pourrais être amené à utiliser ce système. Donc, dans les domaines où on a des enjeux safety, par exemple aujourd'hui l'automobile, mais on va adresser ces types de problématiques de sécurité fonctionnelle, de cybersécurité, et on va se poser la question de est-ce que toutes les fonctions que je vais spécifier pour mon système, ces fonctions sont correctement orientées vis-à-vis de la safety. Est-ce que j'ai pas finalement, par insuffisance de spécification, voilà, j'ai une fonction qui définit comment on détecte un obstacle, et de temps en temps, elle ne sait pas détecter un vrai obstacle parce que les choix que j'ai mis quant à la façon de décider d'une action face à une détection, à une supposée fausse détection, ne conduisent pas au comportement sécuritaire que devrait avoir le système. Donc, face à ces trois problématiques, en fait, on doit répondre, et dans la définition, dans l'attendu des exigences, on doit pouvoir finalement avoir des exigences qui permettent de définir toutes les situations qui ne doivent pas se produire vis-à-vis de dysfonctionnements internes qui sont eux-mêmes difficiles à identifier. Voilà, si un dysfonctionnement interne est clair, connu, évident, je vais pouvoir assez facilement me prémunir contre son occurrence et ou contre sa conséquence. En termes de cybersécurité, ça va être d'identifier des menaces potentielles, définir des situations qui ne doivent pas se produire, mais là, face à des actions externes non définies. Est-ce que je vais me limiter à me protéger par un mot de passe et puis je considère que c'est suffisant, il suffit de gérer correctement le mot de passe, ou je vais considérer que le mot de passe, un attaquant peut avoir des moyens relativement simples et finir par détecter le mot de passe et finalement passer outre cette protection, ou je vais mettre un mot de passe qui va changer, voire avec une double, une triple identification, et je dois encore potentiellement faire face à un attaquant qui aurait des moyens peut-être plus sophistiqués, mais qui malgré tout pourrait quand même conduire à rentrer dans le système. Donc dans l'autre problématique de cybersécurité, c'est que je ne sais pas forcément où s'arrête le champ des actions possibles pour essayer de rendre d'entrer ou de rendre dysfonctionnel mon système de part des agressions externes, donc je ne sais pas forcément. Et puis, vis-à-vis de la sécurité des fonctions attendues, c'est définir des exigences qui assurent la sécurité des utilisateurs dans toutes les conditions d'utilisation possibles,
qui sont multiples, hein, par le fait que les situations, l'environnement, hein, voilà, j'ai un véhicule et mon véhicule, il peut rouler de différentes façons avec des personnes autour, avec des véhicules autour, pas de véhicules autour, avec des lignes continues, avec des trottoirs, avec des piétons, avec des zones particulières dans lesquelles il faut que le véhicule ait un comportement particulier. Il suffit, entre guillemets, que j'oublie une des conditions, que je définisse mal le comportement attendu, hein, de mon équipement, que je me retrouve avec potentiellement des équipements potentiellement dangereux, voire des problèmes de disponibilité ou de bon fonctionnement de mon système. Voilà, les premiers véhicules autonomes qui circulaient près dans un cas d'usage, d'amener vers des zones protégées, style une école. Les premiers véhicules autonomes qui ont été mis en circulation savaient détecter, savaient ralentir devant une école avec un certain nombre de panneaux de signalisation, de réduction de vitesse, des choses comme ça. Mais quand on avait un triangle peint sur la route avec des écoliers peints sur la route, certains véhicules s'arrêtaient considérant qu'il y avait un obstacle, en l'occurrence un enfant couché par terre, et attendaient que l'enfant s'en aille pour continuer sa route. En l'occurrence, c'est pas dangereux, c'est juste que derrière, il n'y a plus personne peut rouler et que le véhicule il redémarrera pas tant qu'on n'aura pas effacé la peinture pour le faire. Alors, ça peut vouloir traduire que on a mal défini finalement le scope de détection d'obstacles dans cette situation-là. Maintenant encore, fallait-il avoir pensé que on pouvait rencontrer ce type de situation, et donc dans l'environnement dans lequel on voulait rouler, on pouvait être amené à avoir finalement des trompe-l'œil horizontaux qui, en fonction de l'inclinaison du véhicule, surtout s'il y a un ralentisseur devant, pouvaient avoir une incidence sur les phénomènes de détection. Il ne faudrait pas que la situation inverse, en considérant qu'on a effectivement ce type potentiel de situation, de dire c'est détecter quelque chose couché par terre est une fausse détection, donc je ne m'arrête pas et je vais écraser le pauvre gamin qui était pas très épais, hein, mais qui finalement a servi de douane devant l'école. Donc la difficulté, hein, elle va être, et là on va finalement complexifier la problématique de définition des exigences, c'est comment s'assurer que on va identifier correctement toutes les exigences et vérifier qu'on va respecter, donc s'assurer qu'on aura un process, un produit, une solution conforme à l'ensemble des exigences. Donc là, les moyens sont relativement classiques. Je vais pas forcément chercher à apporter de nouvelles solutions, c'est plus d'essayer de faire un peu un état de la situation par rapport à ces problématiques-là dans ce que je vais vous présenter, ce que je suis en train de vous présenter. Donc, face à une exigence de sécurité fonctionnelle, c'est une réponse à des attendus qui peuvent être tel événement ne doit pas pouvoir arriver plus souvent qu'une certaine fréquence. Comment je vais définir ces éléments-là? Il va falloir que je puisse identifier toutes les causes potentielles, que je définisse des moyens de réduction de risque face à ces éléments-là, que je spécifie, et donc ajouter des exigences pour accroître ou implémenter des mécanismes pour éviter que l'événement ne survienne. Et puis, il faudra que, pour démontrer que le besoin est satisfait, toutes les exigences, y compris les exigences que je vais ajouter pour diminuer l'occurrence de mes événements, il faudra vérifier que ces exigences sont correctement couvertes par la solution, que les mécanismes se mettent en œuvre. Se poser la question du risque résiduel, en particulier pour tout ce qui peut être défaillance aléatoire, c'est-à-dire sur lequel un côté probabiliste, quantitatif peut être analysé, et certainement faire des essais de robustesse, voire d'injection de faute pour s'assurer que mes mécanismes et l'ensemble de mes éléments fonctionnent correctement. Quand je suis face à des exigences cyber, il va falloir que, face à mon enjeu de cybersécurité, j'identifie mes menaces potentielles, je fasse une analyse des vulnérabilités potentielles de mon système pour définir toutes les situations qui ne doivent pas se produire et en fonction des vulnérabilités de ma solution. Et donc, il va falloir que j'analyse les éléments à protéger, quels sont mes biens, quels sont les éléments qui pourraient finalement tenter un
quelqu'un de mal intentionné, identifier les vulnérabilités et les menaces. S'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas de risque. Définir les moyens de réduction de ces vulnérabilités et de la même façon, rajouter des exigences pour les mécanismes à implémenter, que ce soit les mécanismes de conception interne, des mécanismes de protection externe, tel un pare-feu, des choses comme ça. Et puis, de la même façon, j'aurais, pour démontrer que mon besoin est satisfait, à vérifier que les exigences sont couvertes, les mécanismes se mettent en œuvre, et puis je ferai des tests plutôt de cybersécurité, on appelle des tests de pénétration, pen test, en fonction du niveau de risque cyber. On commence à avoir des normes qui définissent justement des niveaux de cybersécurité, et finalement je peux me dire, ben voilà, mon système, compte tenu des enjeux liés à la cybersécurité, je veux lui le développer avec un niveau de rigueur de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, comme on a dans les normes de sécurité fonctionnelle, des niveaux d'intégrité que l'on peut viser en fonction des risques potentiels d'un système. On peut avoir de potentiels conflits entre ces différents problématiques, safety et cybersécurité. Par exemple, dans le domaine où la qualification d'un système est complexe, une fois que le système est qualifié pour la safety, on ne veut surtout plus y toucher. Dès lors qu'on est en cybersécurité, dès qu'on identifie une nouvelle vulnérabilité sur un composant de ma solution, on va demander à ce que rapidement on fasse de la mise à jour. La problématique, c'est est-ce que cette mise à jour peut d'un seul coup s'avérer dangereuse, insuffisamment testée, insuffisamment vérifiée. Voilà. Je pense qu'on a eu ces dernières semaines, avec le problème Microsoft et son fournisseur, des exemples de mise à jour cybersécurité qui pouvaient avoir des impacts. Alors en l'occurrence, il n'y a pas forcément de risque safety, mais déjà un gros risque de disponibilité des systèmes qui embarquaient cette solution. Autre type de conflit, c'est les problèmes de temps de réaction. Safety, on veut agir vite, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir envoyer des informations peut-être synthétiques le plus vite possible pour une action. Alors qu'en cyber, si on veut éviter de pouvoir que quelqu'un de mal intentionné puisse agir sur une information, puisse éventuellement se faire passer, faire le process de mascarade et émettre une information intempestive pour nuire au système, on va plutôt protéger l'information, l'encoder, un process de transmission un peu plus long, faire un mécanisme de décodage. Et donc, pour minimiser l'envoi d'intempestifs et rendre complexe finalement une action de type attaque et envoi volontaire de commandes à des fins de nuire. La problématique, c'est que soit on est capable en même temps qu'on accroît les exigences cyber, d'augmenter finalement la capacité des unités de traitement à faire cet élément-là, sans compter que derrière, plus les unités de traitement ont de fortes capacités en termes de temps d'opération, plus ils coûtent cher. Donc, il va y avoir une problématique de concilier des exigences de temps de réponse pour des mises en sécurité et mettre en place des protocoles de communication qui, finalement, prennent plus de temps pour assurer et pour protéger contre des attaques malveillantes par rapport à ça. Alors, dans certains domaines, on va avoir des priorités clairement définies. Dans le nucléaire, on dit clairement que les dispositions de cybersécurité ne doivent pas affecter de manière préjudiciable la réalisation des fonctions importantes pour la sûreté, les performances requises, la fiabilité ou le fonctionnement. C'est-à-dire que je fais safe et autant que possible cyber, et pas l'inverse. Et puis, dans d'autres manières, quand on n'a pas, je dirais, une priorité clairement définie, on va plutôt chercher à faire des arbitrages, donc initier finalement nos deux stratégies, l'identification des risques safety, donc hazard analysis risk assessment, et l'identification des vulnérabilités pour la sécurité, donc threats, donc menaces, threats analysis risk assessment, et on va essayer de concilier les deux approches. Quelles sont les exigences safety qui peuvent avoir un impact sur la cybersécurité, quelles sont les exigences cyber avoir un impact sur la safety, et puis trouver des moyens de réduction de risque tant que possible, donc des exigences qui permettent de minimiser ou de réduire les conflits entre ces éléments-là, et puis bien évidemment les exigences, les mécanismes qui ont potentiellement un impact en cas de non-respect
hein, à la fois sur la safety ou sur la cybersécurité, ben celle-là, on va renforcer hein, la vérification de l'ensemble de ces exigences et du respect de ces exigences dans le système. Dans quand on parle de la sécurité des fonctions attendues, j'ai introduit cet élément-là dans mon petit schéma avec les éléments de risque, donc c'était la partie droite, hein, je rappelle, c'était la sécurité, la safety des fonctions attendues, on appelle classiquement le SOTIF et qui fait l'objet d'une norme que j'ai référencée juste avant. On veut finalement, face à des dangers potentiels, on veut pouvoir minimiser tous les risques, tous les événements potentiellement dangereux, hein, qui sont liés à la fois au fait qu'un danger soit présent dans mon système, c'est-à-dire que quels sont les scénarios qui peuvent finalement influer et impacter sur ma solution, donc les comportements potentiels, hein, les dysfonctionnements potentiels de ma solution, qui peuvent être soit des événements connus dangereux, soit des événements inconnus hein, que j'ai finalement pas suffisamment identifié toutes les conditions qui pouvaient impacter sur ma solution et ma safety, et je me retrouve avec finalement une part de réaction, de comportement inconnu de mon logiciel ou de mon système face à des situations opérationnelles dans lesquelles il pourrait être confronté. Et puis, je vais ajouter à ces éléments liés à finalement la qualité de la définition de ma solution, hein, la prise en compte des scénarios de mauvais usage raisonnablement prévisibles qui peuvent, elles aussi, conduire à la situation que j'ai. Si je m'endors, je franchis une ligne continue, ben c'est sûr que ça peut avoir un impact vis-à-vis des utilisateurs qui arriveraient en face. Est-ce que je vais mettre en place des éléments, hein, je veux dire, ben mon automatisation qui va porter sur la capacité de maintenir la trajectoire de mon véhicule, y compris si mon conducteur s'endort, ben, est-ce qu'elle va pouvoir être mise en place, cette stratégie-là, hein, d'évitement de véhicules par freinage ou par déboîtement, si elle est dans une zone où il y a une voie unique avec des murs de chaque côté, on n'aura certainement pas la même problématique que si on est sur une 2 fois 2 voies sur autoroute et que je peux facilement, finalement, éviter un obstacle devant. Donc, derrière ces problématiques, hein, le SOTIF qui va essayer, donc, par cette démarche-là, finalement, d'essayer d'identifier hein, toutes les conditions d'usage potentiel d'un système et tous les critères qui vont agir sur ce système, c'est-à-dire à la fois les scénarios d'usage, l'environnement, l'ensemble ce qu'on va appeler des triggers qui vont permettre de s'assurer de l'entière définition de la solution, hein, vont être adressés notamment par cette norme hein, qui est une norme assez récente et qui a été essentiellement développée au départ pour l'automobile, mais qui petit à petit, dont les principes sont repris dans plein d'autres domaines, qui est d'essayer de concilier à la fois le fait que j'ai des spécifications qui sont complètes, avec, dans ces spécifications, l'aspect performance, c'est-à-dire tout l'aspect temps de réponse, réactivité, a correctement été aussi défini. Hein. Et puis, voilà, soit les spécifications sont mal définies, les performances sont mal définies, soit, finalement, il manque des spécifications, il me manque des exigences, hein, et j'ai pas défini tous les comportements qu'il pouvait y avoir, donc soit d'un point de vue global système, soit d'un point de vue fonctionnalité et équipement par équipement. On se doute bien que sur un tel système, hein, mes scénarios opérationnels, j'ai des scénarios connus non dangereux, voilà. Hein, mon système, il réagit de telle manière, de toutes les façons, s'il réagissait mal, je sais comment il réagit, s'il le faisait pas bien, il n'y a pas de danger. Des situations connues dangereuses, hein, et puis j'ai des parts de situations inconnues, hein, inconnues et dangereux, inconnus et non dangereux. Et toute ma démarche hein, SOTIF, elle est de faire en sorte que je réduise très fortement la part d'inconnus. Donc, j'essaie d'être le plus exhaustif possible dans la définition de toutes les situations que je vais pouvoir rencontrer, de finalement, les fonctions, de toutes les modalités de fonctionnement de ma solution. Et puis, une fois que je connais
tous ces éléments-là, d'essayer de faire en sorte d'anticiper les risques et de réduire les comportements dangereux au strict minimum, c'est-à-dire à des situations pour lesquelles le véhicule ne sait peut-être pas quoi faire, mais qui sont des situations qui arrivent très rarement dans la vie de mon véhicule. On pourrait très bien dire, dans une situation particulière, le véhicule n'est pas capable de réagir, mais statistiquement, ça reste d'occurrence suffisamment faible pour que, comparé à d'autres situations dans lesquelles finalement on a un comportement humain à la place, on n'ait pas un taux d'occurrence de dysfonctionnement, d'accident qui soit supérieur à ces éléments. Pour ça, ça veut dire qu'il va falloir définir très précisément les domaines de conception opérationnelle, c'est ce qu'on appelle l'ODD, toutes les conditions de fonctionnement dans lesquelles finalement on veut implémenter une fonction, en particulier une fonction d'automatisation, et dans lequel on pourra engager cette fonction en sécurité. Raisonner véhicule autonome ne veut pas dire que le véhicule il est autonome toutes situations possibles et imaginables dans toute la vie du véhicule. Peut-être de dire on va mettre en place, on va peut-être réduire au début la mise en place de fonctions d'autonomie dans des conditions d'utilisation bien spécifiques, et c'est dans ces conditions-là qu'on va définir le comportement fonctionnel et qu'on va justifier, qu'on va s'assurer que le produit, le système, le véhicule est sûr quand les fonctions d'autonomie sont activées dans les conditions pour lesquelles elles ont défini. Ça veut dire que d'un modèle, d'une fonction de véhicule, on peut avoir des domaines de fonctionnement différents. Par exemple, un système de régulateur adaptatif, je peux l'utiliser dans des conditions différentes d'un système de franchissement de ligne où voilà, ça n'a pas forcément de sens quand je suis dans des bouchons, des choses comme ça. Donc, d'une fonction à l'autre, il va falloir redéfinir le champ finalement des domaines d'applicabilité et peut-être réduire ce domaine d'applicabilité pour rendre faisable la solution. Et puis, s'assurer que, là encore, d'un modèle à l'autre, parce que en fonction des modèles, je vais avoir des types d'équipements différents, j'aurai différents éléments. Parmi les critères qu'on va rencontrer, ça peut être des caractéristiques, des heures, des conditions météorologiques. Voilà, par exemple, on peut considérer qu'un dispositif de conduite main libre ne fonctionne le jour et pas la nuit parce que mes capteurs sont pas les mêmes, par temps clair et pas par forte pluie ou par brouillard, et sur un tronçon d'autoroute, voilà, mais pas dans un environnement urbain où j'ai des véhicules qui peuvent surgir de partout à tout moment et des piétons qui peuvent interagir à tout instant dans mon système. Donc, on commence à avoir une taxonomie, finalement, pour pouvoir garantir que on va mettre en place des solutions dans des périmètres et que finalement tous les acteurs, en particulier tous les concepteurs de solutions, ont une approche un peu similaire de la description de ce domaine de conception, finalement d'un taxonomie qui est défini par le trafic routier américain, qui va définir des conditions d'usage et derrière, associé à ces conditions d'usage, finalement, des niveaux des types de fonctionnement autonome que l'on pourrait mettre en œuvre. Par exemple, l'autopilote n'est activable que sur une route de fois de voies à terre-plein central à vitesse inférieure à 60 km/h. Aujourd'hui, dans la réglementation qui définit quand est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces éléments-là, voilà, c'est le cadre qui est fixé. J'ai pas le droit de mettre un autopilote pour aller faire mes courses à ma boulangerie dans mon quartier. Donc, derrière, ça veut dire que dans cette problématique de définition des attendus, il va falloir être très précis sur la spécification fonctionnelle du système, donc avec tous les objectifs des fonctions, être le plus exhaustif possible dans les cas d'utilisation, et pour chaque cas d'utilisation, est-ce qu'on peut activer, désactiver, et quand est-ce que, voilà, et quand ma fonction est active, qu'est-ce qui se passe? Toutes les descriptions de fonctionnalités, les niveaux d'automatisation, d'autorisation sur le process, sur le fonctionnement du véhicule, et puis toutes les dépendances et tous les interacteurs qui peuvent finalement être des sources d'interaction et
peuvent influencer le comportement fonctionnel que je vais avoir dans mon système. Je dois détecter des éléments. Le conducteur, il peut s'endormir. Si le passager il dort, c'est pas très grave. Les passagers peuvent interagir. Je peux avoir des piétons qui peuvent accéder ou tenter d'interagir avec mon véhicule, etc. Et puis, pour le système, ça va être tous les éléments derrière, au-delà de la fonction. Il va falloir qu'on puisse s'assurer que le système, il est rendu faisable, ou la fonction elle est rendue faisable parce qu'au niveau du système, on va implémenter des capteurs, des contrôleurs, des mécanismes d'actionnement, qu'on a limités, qu'on a des concepts de technologie, on connaît toutes les hypothèses pour activer, pour désactiver, pour surveiller l'état de fonctionnement, qu'on a les logiques de décision qui sont correctement définies, les stratégies d'alerte, on sait fonctionner ou pas en mode dégradé. Voilà. Et tous ces éléments-là, qui restent des éléments classiques, mais dont finalement la combinatoire va être augmentée de manière significative par finalement le fait de vouloir rendre finalement autonome un véhicule, c'est-à-dire de pouvoir introduire dans le fonctionnement du véhicule et dans le mode de raisonnement du véhicule tout un ensemble de comportements humains qui, entre guillemets, font leur preuve jusqu'à maintenant et qui sont limités à l'apprentissage du code de la route et le fait de le respecter et d'être dans un état qui permet la conduite, pas sous l'emprise de substances ou de liquides qui rendraient vulnérable l'utilisateur, et qui vont pouvoir aussi pallier à des défaillances humaines telles que la fatigue, telles que la faute d'attention, des choses comme ça. Donc, dans la définition de ces cas d'usage, on va avoir finalement les fonctions avec les besoins en termes de fonctions, le comportement attendu, les limites du système, et puis tous les scénarios avec tous les enchaînements. Voilà, donc j'ai une gamme fonctionnelle, je veux activer un freinage d'urgence. Derrière, le comportement, c'est d'activer le freinage si une collision avec un obstacle est considérée comme hautement probable. Pour ça, j'ai une caméra, un radar, un calculateur, pour décider un calculateur de freinage, un système de freinage. Et puis, voilà, mes scénarios, mes actions, voilà, je roule, j'avance, j'ai pas d'obstacle devant moi. La distance importe peu, l'important, c'est le temps. Puisque finalement la distance de sécurité va varier en fonction de la vitesse. L'important c'est de savoir que le temps de réaction qui est nécessaire pour arrêter un véhicule, donc j'ai pas d'obstacle devant moi à moins de 2 secondes devant moi. Mon objectif c'est de continuer à suivre la route sans changer de voie, sans changement de direction. Je veux définir la vitesse, la distance latérale, la distance longitudinale, et puis j'ai d'autres véhicules devant. Par exemple, j'ai un bus devant moi, une distance de 3 secondes, un véhicule derrière, une distance de 5 secondes. C'est sûr que si je me mets à piler celui de derrière, s'il est trop, il pourra forcément pas comprendre. Et puis, je vais être en paysage intra-urbain, circulation à droite, deux voies, une voie à droite, une voie de gauche, une piste cyclable, des passages piétons. Et puis, j'ai défini finalement un cas d'usage de mon système. Et puis, si je passe sur une circulation à gauche, non plus en ville, mais sur une route avec 2 fois 2 voies, finalement, les possibilités d'évitement d'obstacles vont pas être les mêmes que si j'ai une voie, simplement une voie en face, une voie face à moi. Je peux avoir, dans le fait d'avoir une ligne continue ou une ligne pointillée qui sépare la voie de roulage et la voie qui arrive en face. Et dans toutes ces situations-là, cette combinatoire va être autant de cas d'usage sur lesquels il va falloir s'assurer que je n'ai pas finalement mésestimé ou j'ai pas oublié une situation d'usage dans la définition de mon système. Voilà, je décide de déboîter alors qu'il y a quelqu'un qui arrive en face, ça peut être potentiellement très dangereux. Voilà. Et est-ce que c'était la bonne solution dans cette situation-là pour éviter un obstacle? Alors, aujourd'hui, on a énormément de systèmes ou on a de retours d'expérience dans ce type d'éléments. On sait que on est en progrès dans le fonctionnement, dans la mise au point de ces éléments-là, mais voilà, on est quand même confronté à un ensemble de situations où on est face à des dangers potentiels.
faire que d'accord, voilà, hop, pardon, excusez-moi, voilà, hein, c'est une rue qui roule dans l'élément, et d'un seul coup, on voit quelqu'un arriver, on ne sait pas pourquoi. À chaque fois, quand on est face à des situations, accessoirement, le testeur, il n'est pas très vigilant quand il fait le test dans la mise au point, donc voilà, effectivement, il va plutôt détecter l'obstacle lui aussi au bruit que doit faire le choc. Hein, j'ai pas mis le choc par rapport à ça. Et puis, plus récemment, qui a fait l'objet de pas mal de discussions sur LinkedIn, en fait, d'ailleurs sans forcément savoir si en l'occurrence, c'est une décision du véhicule autonome ou du véhicule, dire à un moment donné, hein, j'ai mis ces éléments, je ne sais pas si je peux redémarrer. Pardon. Voilà. Hop. On ne voit pas les liens. Donc, voilà. Se dire derrière, face à ce type de situation qui, quelque part, vont arriver, il faut que je coupe la vidéo pour éviter le bruit. Voilà. Comment un véhicule autonome sait réagir face à ce type de situation? Est-ce que j'ai correctement... Pardon, excusez-moi. Nous avons un petit problème, à mon avis. On aurait perdu Patrice Kahn. C'est ce que j'ai l'impression. Bon, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Vous êtes plusieurs pour poser quelques questions. Nous n'avons pas vu les deux liens qu'il nous a passés. Je vais lui demander de nous les mettre par la suite au niveau du chat. Pour qu'on puisse, juste, vous avez... pardon, j'ai repris la main. On t'avait perdu, hein, Patrice, on t'avait perdu. Compris que quand j'ai voulu arrêter le son de la vidéo, j'ai juste arrêté la communication. D'accord. Et on n'a pas vu tes liens, hein, les liens que tu as cliqués, on n'a pas vu les éléments qui étaient sur les pages web, à mon avis. Voilà. D'accord. Juste pour le lien. J'arrêterai, pardon, par rapport à ces éléments. Okay. Donc, oui. Hop, voilà. De toute façon, c'était, voilà, j'avais fini la présentation. Hein. Voilà. Donc là, la problématique laquelle on va être confronté maintenant en ingénierie d'intelligence, c'est s'assurer que toutes les situations sont définies, couvertes et en sécurité, donc tous les sens du terme, safety, cyber, sécurité des fonctions attendues. Et de fait, puisqu'on va complexifier l'ingénierie des exigences, hein, voilà, et la volumétrie des exigences, on aura aussi à se poser la question de comment s'assurer que le système se comporte comme prévu, hein, et faire l'ensemble des tests et des vérifications, hein, qui sont associés à cette multiplication, hein, à cette analyse combinatoire d'exigences. Pour cette présentation, si tu peux nous mettre dans le chat, par exemple, les deux liens que tu as présentés pour que les gens puissent voir également, ça serait très, très, très sympathique. Et puis, on va passer tranquillement aux questions. Alors, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu voir comment le milieu industriel, et notamment automobile, beaucoup d'exemples automobiles, gère ces problèmes de safety et de cybersécurité. Je pense que ça va donner des idées par rapport à, évidemment, ce qui se passe dans le milieu IT également. Donc, je vais prendre les premières questions que je vois et je vais les mettre par vote. Première question, quelles sont les parties prenantes pour la définition des critères ODD? C'est une bonne question. Alors, la première va être la réglementation. De dire, finalement, on va tant qu'on n'aura pas la capacité de démontrer que on sait faire à tous les coups, hein, vous allez avoir premièrement un champ de réduction d'autorisation de mise en œuvre de certaines fonctions. Alors, aujourd'hui, par exemple, l'autopilote Tesla n'a pas l'autorisation d'être mis en service. Voilà, maintenant, il est présent sur le véhicule et rien n'empêche l'utilisateur de le mettre en œuvre. Mais vu du constructeur, c'est pas sa responsabilité,
Hein, voilà, il a mis en place un élément, il se considère pas garant de vérifier que l'ODD est respecté quand on va mettre en œuvre quand on met en œuvre la fonction qui est présente. Donc, la responsabilité, elle va être au premier niveau cette réglementation, et derrière au deuxième niveau, ça va être je dirais le constructeur du véhicule qui va être après responsable de dire finalement mon véhicule, voilà le champ d'application des fonctions qui sont dans mon véhicule, et je décide de faire un véhicule qui permet, aujourd'hui Mercedes atteint un système d'automatisation et vous explique que si vous avez une amende quand votre système il est en fonctionnement dans son niveau d'automatisme, l'automatisme 4, sauf erreur, voilà, c'est eux qui payent l'amende. Entendu, ils s'engagent à faire le fait de dire voilà, quand le véhicule il a une fonction de régulation, enfin de respect de vitesse, toutes circonstances possibles, et il assure sa responsabilité jusqu'à finalement payer les amendes si à un moment donné le véhicule n'a pas en mode autonome n'a pas respecté cette vitesse. Très bien. Deuxième question, supposons que nous ne pouvons pas savoir tous les cas d'usage, véhicule autonome par exemple, est-ce que la gestion des défauts sera liée aux fonctions safety, par exemple un événement déclenche un comportement non attendu, c'est ça, et je mets le moteur en arrêt, dans ce cas précisément, comment gérer l'inconnu? Alors, c'est vraiment la difficulté au sens où quand je suis dans l'événement classique, entre guillemets, safety, je peux détecter des défauts et j'ai des mécanismes, c'est ce qu'on va appeler des états de sécuritaire, on a des mécanismes qui vont inhiber ou mettre en sécurité si on a défini le mécanisme et qu'on l'a implémenté, le véhicule sur une détection de défauts potentiels. Voilà, par exemple, voilà, je ne sais plus à quelle vitesse je roule, je vais désactiver ma régulation de vitesse. Dans certains cas, des domaines beaucoup plus entre guillemets simples, tels que le ferroviaire et le train autonome, c'est que finalement je peux, ayant un état sécuritaire qui est l'arrêt du train, finalement si j'ai le moindre doute sur un certain nombre de composants de mon système qui sont détectés en défaut au travers de la redondance ou des autotests, je peux activer des mises en sécurité. Sur un véhicule, c'est déjà un peu plus compliqué. Il y a des expériences qui ont été faites avec une Tesla, parce que la Tesla, quand même, le mode autopilote, il prend en compte le fait que vous êtes présent et que vous interagissez avec le véhicule. C'est-à-dire que vous avez les mains sur le volant et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont faites, voire le fait de mettre certaines pressions sur le volant, comme détecter la présence, un peu comme le mort dans d'autres domaines, pour dire je suis en autopilote, mais le conducteur est toujours présent pour reprendre la situation. C'est ça qui est l'argument principal, de dire ces fonctions-là, elles sont quand même sous contrôle d'un conducteur, ce qui différencie avec les fonctions de niveau maximum d'automatisation, où là, j'ai plus besoin d'avoir un conducteur présent, et c'est ce qu'on va voir sur les navettes autonomes, des choses comme ça, où là, il n'y a absolument pas de conducteur, ou sur le futur taxi autonome qu'a présenté Elon Musk, mais avec tout un ensemble de spécificités qui le rend utilisable uniquement à certains endroits. Et donc, on a un peu ce mode de surveillance. Et l'expérience qu'on a faite, c'est de dire, finalement, si on répond pas, c'est-à-dire si l'utilisateur ne répond pas, il se passe quoi, Et là, en l'occurrence, sur la Tesla, au bout d'un moment, elle va s'arrêter, mais elle va s'arrêter où elle est. Par rapport à Volkswagen, qui a aussi une vidéo qui passait il n'y a pas très longtemps, hier, je crois, sur Internet, sur LinkedIn, qui montrait que dans cette même logique, quand finalement le conducteur s'endort, il a un malaise, quand il n'interagit plus, le véhicule va finalement changer de fil tout en sécurité, jusqu'à pouvoir se mettre sur une bande d'arrêt d'urgence et s'arrêter à un endroit où il est a priori pas dangereux. C'est-à-dire que c'est deux situations similaires, sauf qu'il y en a une qui est traitée, a priori, un peu plus avec une réflexion sécuritaire, de dire où est-ce que je peux m'arrêter sans danger, alors que l'autre semble le traiter basiquement en disant, voilà, bon, finalement, à un moment donné, j'ai plus les conditions d'utilisation, je m'arrête et je ne me pose pas de questions. Très bien. Deuxième question.
dans un souci d'exhaustivité en termes de cas d'utilisation pour les scénarios sautifs, est-ce qu'il y a aujourd'hui des références à l'échelle européenne, par exemple, qui permettraient d'aider les acteurs d'industrie automobile à être les plus exhaustifs possible, un équivalent du NHTSA, pour l'UE? Il y a des réflexions, oui, il y a une norme qui définit un peu des conditions d'utilisation, des travaux qui sont faits là-dessus. J'ai pas la référence. Si quelqu'un, j'ai vu que dans les participants, il y a des gens qui travaillent aussi un peu dans ces domaines-là. Si quelqu'un là peut peut-être aussi la mettre sur le chat. Voilà, oui, il y a des travaux pour essayer de se dire comment essayer de faciliter un peu et réduire ce champ des possibles et essayer, tant que faire se peut, hein, même si ça reste de la responsabilité de chaque constructeur, d'homogénéiser un certain nombre d'éléments. Le monde de l'automobile est quand même très concurrentiel, c'est-à-dire que même déjà les événements redoutés d'un véhicule, pour avoir une liste partagée d'événements redoutés, perte de trajectoire, perte de freinage, non-visibilité, entre ne serait-ce que des constructeurs français, ça a été compliqué pour avoir une liste partagée. Donc voilà, c'est toujours un peu la difficulté de mettre en commun, mais oui, il y a quand même comme on sent que le travail est quand même très très lourd à faire pour identifier tous ces ODD et finalement à aboutir à des ODD types. Voilà, il y a un peu un travail un peu similaire qui est fait. Alors, des questions très techniques. Là, on voit qu'il y a des gens qui connaissent bien les normes. Sur la partie cyber, vous êtes seulement sur l'IEC 62443. Vous êtes positionné vis-à-vis de la norme US NIST SP 800S 53 REV-5. Sécurité privacy. Voilà, c'est la question un petit peu très technique là. Alors, la NIST 53, elle est finotée par le ministère du Commerce, hein, puisque c'est son origine au niveau NIST. Il y a le NIST 2 qui arrive, voilà, sur lequel on commence à travailler. Là, on est quand même sur des normes de sécurité technique. Donc, alors, dans le NIST, là où ça va se retrouver, c'est que les objets, j'ai parlé de la 62443, on aurait pu parler de la 21434, qui est la norme cybersécurité automobile, qui définit en fait un process. Et en fait, la grande différence, c'est que là, on est sur des normes pour définir finalement comment je fais l'analyse d'un système spécifique et comment j'identifie les menaces. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, on peut prendre des approches type EBIOS, comme ça, pour analyser les menaces. On peut utiliser des outils qui sont déjà déclinés ou utilisés dans d'autres domaines, mais que finalement l'architecture que l'on va mettre en place pour la conception d'un système va être assez globale. Alors que quand on va vers le NIST et derrière la 800 et les autres fascicules de la 800, on va retrouver des firewalls, on va retrouver des systèmes d'encryptage, des choses comme ça, qui sont aussi abordées, mais alors dans la 62443-4, non plus -3, mais celle qui, les parties, hein, la norme, en l'occurrence cette norme-là, elle est 62443, c'est une norme à tiroir avec différents niveaux. Ça va aussi bien sur de l'organisationnel tel que les ISO 27100, que du système sur la -3, que des produits, donc style firewall et host, sur la -4. Donc oui, il y a des parties un peu similaires. Voilà. Donc, on est derrière la 62443. La norme, au départ, elle est conçue pour les systèmes de type SCADA, c'est-à-dire usine, hein, voilà, process industriel, ce type-là, hein, avec la frontière entre finalement le système de IT et le système OT, hein, c'est-à-dire le système de fonctionnement, de pilotage opérationnel. Ok, autre question, toujours un petit peu technique. Si l'analyse des menaces d'ARA identifie un danger pour la sécurité, comment ça devrait être traité et coordonné avec les analyses safety ARA? Et comment s'assurer que les solutions dans un domaine safety cybersécurité ne violent pas les exigences de l'autre?
C'est une bonne question. Hein. En fait, je dirais la normalisation ou d'autres normes, j'ai pas forcément toutes les citées, disent qu'à un moment donné, il faut faire les deux analyses en parallèle et puis coordonner les points de vue, c'est-à-dire définir ce qui taguer ce qui sur la safety peut être contraire à la cyber et vice versa, et trouver l'architecture, c'est-à-dire que si je mets deux cycles en vie en parallèle, à un moment donné, j'ai quand même qu'une architecture, donc il faut que j'arrive à trouver l'architecture qui est le meilleur compromis vis-à-vis des éléments. Et je dirais là, malheureusement, il n'y a pas de à part le fait de dire il faut que on justifie que nos choix d'architecture sont compatibles des exigences issues des analyses safety et des exigences issues des analyses cybersécurité. Il n'y a pas de je connais pas de solution miracle qui permet de dire voilà, hein, c'est fait. C'est juste à un moment donné que je ne peux pas partir sur une architecture qui serait uniquement une architecture safety ou en parallèle une architecture cyber et qu'à la fin ce soit incompatible. Donc ça va être aux concepteurs de solutions de finalement de justifier que leur solution technique en architecture, elle est compatible et elle répond au double enjeu de ces éléments-là. Encore, effectivement, dans certains cas, faut-il pouvoir prioriser entre de la safety et de la cyber sur certains éléments. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte éventuellement de perdre en cyber pour gagner en safety ou l'inverse. Autre question, il faut définir des seuils au niveau de la sécurité à atteindre comme pour des exigences non fonctionnelles. Où et comment sont définis ces seuils dans des exigences spécifiques transverses de sécurité? C'est bien une des problématiques. Alors, quand on donne des seuils, alors on a un peu deux façons sur comment dire. On a face à des exigences safety, hein, on a des seuils de non-occurrence d'événements redoutés qui sont purement du quantitatif, hein, mais qui adressent essentiellement des problèmes de panne matérielle, qu'on appelle des pannes aléatoires. À un moment donné, le calculateur, la mémoire, processeur, il va tomber en panne parce qu'il a un taux de défaillance et je peux faire une analyse quantitative et vérifier que ma solution est match avec ces éléments-là. Et puis, on va, en fonction de ces enjeux, on va finalement associer en règle générale finalement l'acceptabilité d'occurrence d'un événement à ce qu'on va appeler un niveau, c'est-à-dire de rigueur de développement, donc d'application d'un process, un safety integrity level dans plein de domaines ou développement assurance level, qui va cadrer le fait de dire pour démontrer que j'ai fait un logiciel suffisamment safe ou suffisamment cyber, je dois justifier de la mise en œuvre d'un process avec de la traçade, de la vérification indépendante, des analyses de risque et finalement tout un ensemble de dispositions méthodologiques qui vont être le garant du fait que on a fait, on s'est bien posé, entre guillemets, on s'est posé les bonnes questions, on l'a challengé, on a de la couverture de test, on est passé par toutes les instructions, etc. Et que finalement, on définira le fait que mon logiciel doit être développé avec ce niveau de rigueur comme type d'exigence non fonctionnelle. Et ce sera, entre guillemets, un process, on va dire qualité, traçabilité, etc., de justification qu'on respecte les dispositions demandées par la norme pour ce process-là. Et on va dans la sonde 2.443 sur l'aspect cyber, on va sur la même logique, on va définir un security level et on va démontrer que voilà, on a mis en place security level qui peut aller jusqu'à des solutions techniques. Voilà, il faut que je mette des mots de passe, il faut que je mette des pare-feux avec quelle efficacité. Et puis sur le respect d'un process, on va démontrer que on a fait l'effort nécessaire. Mais c'est pas une démonstration c'est un peu subjectif parce que ça reste du process qualité. C'est de la validation indirecte. On n'a pas démontré la propriété dans l'absolu. Dernière question, parce que la dernière, j'y répondrai. Pouvez-vous donner quelques informations sur les interactions avec les organismes d'homologation, type ANSSI, pour la cyber, comment notamment ils interviennent durant le cycle de développement?
Alors, autant sur les aspects. Alors, je vais sortir du domaine automobile pour l'instant. Autant sur les aspects aéronautiques, ferroviaires, nucléaires, médical, tout ce qui est lié à la directive machine, engin de chantier, tracteur ou même machine un peu classique, on a des process de certification de la solution qui est basé principalement quand même sur le respect de la safety, hein, mais le fait d'avoir fait une analyse de risque et de justifier que on a cette analyse de risque par rapport à ça. Derrière, au niveau de la cyber, en fait, on a plutôt des homologations qui se font sur des produits, sur un firewall, sur un mécanisme d'encryptage, sur des choses comme ça. Et on n'a pas de certification, d'homologation du fait que mon installation, elle est cybersécurité. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, l'aéronautique dit, voilà, une exigence safety, une exigence cyber, c'est une exigence comme les autres. Donc, le process d'homologation, il est de montrer comment vous avez justifié que chaque exigence est satisfaite. Donc, on est sur un process de justification, d'exhaustivité des exigences, de vérification, de traçage, de couverture par les essais, etc. Donc, ce process de mise en œuvre, il couvre l'aspect développement, l'aspect fonctionnel, l'aspect safety et l'aspect cybersécurité. Mais voilà, l'ANSSI ne fait pas de l'homologation de solutions, à ma connaissance, spécifiques, hein, pour un usage donné. Après, au jour d'aujourd'hui, le process d'homologation des véhicules, hein, les directives européennes sont en cours de réécriture, et voilà. On sait bien que la façon dont on avait classiquement d'homologuer, de faire passer par les mines un véhicule, aujourd'hui, c'est plus tout à fait acceptable. Et donc, en même temps que la réglementation essaie de se mettre en place sur les problématiques de véhicules autonomes, etc., on a des réflexions sur le process d'homologation, hein, par rapport à ces nouvelles problématiques. Ok, alors, dernière question, moi je vais y répondre, et puis je pense également, et je le dis aux différentes personnes, il y a le sondage, hein. Merci de répondre au sondage si vous avez aimé la présentation, et puis il y a quelques questions qui vous sont posées. Merci également à Patrice d'avoir mis les liens. Alors, dernière question, elle est très très simple, elle est liée en fait, s'il y a un replay, s'il va y avoir des transparents, tout sera, alors le replay est déjà en ligne, a priori, juste après la présentation, il sera en ligne sur la plateforme. Et puis, on le mettra également, comme chaque année, sur le site du CFTL, hein, dans la rubrique JFIE. Et également, il y aura les slides. Hein, il y aura les slides et, il me semble, les vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura les deux. Quelques éléments également. Je vais reprendre la main juste pour partager mon écran, si ça marche, évidemment. Ouf. J'ai changé l'écran. Donc, fenêtre en écran. Je vais dire que je vais… Ah oui, évidemment. Écran 1 ou écran 2, je ne sais pas, on va dire écran 2. J'ai une chance sur 2, évidemment, c'est pas le bon. Donc, je vais dire écran 1. Excusez-moi, on y va. Voilà, autorisé. Pouf. C'est juste pour vous réexpliquer un petit peu les éléments que vous aurez ces prochains jours, demain et après-demain. Donc, demain, journée très spécifique, plutôt pour évaluer l'utilisation des exigences en langage naturel ou en utilisant des modèles. Voilà, et puis sur la génération des tests à partir des exigences avec l'utilisation de l'IA. Et puis le dernier jour, il y aura un REX, un retour d'expérience auprès de notre sponsor principal qui est TELIS. Hein. D'ailleurs, on le remercie également. Puis on remercie OpenText également d'être partenaire de notre événement. Et puis vous aurez également sur le dernier jour une partie IA, assistant ingénieur, des exigences, retour d'expérience à travers un cas d'usage, des cas de parents. Et puis, notre retour d'expérience de TELIS, ça sera sur l'IA, peut-elle réellement générer des bonnes exigences avec 3 cas d'usage proposés. Je vais vous remercier tous et à tous, et notamment à Patrice, de cette présentation très spécifique et très intéressante. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Il est 13h29, on est dans les temps, on a tenu les temps.
Et on vous attend demain, tous nombreux, pour cette journée, cette deuxième journée de la GFIE. Bonne journée à vous tous. À bientôt. À demain, surtout. Au revoir.